Ouais, c'est bon? Ok, donc bonjour tout le monde. Alors, moi je suis Laureline Mézel et le projet de recherche que j'ai amorcé l'an passé grâce à une bourse de l'Institut que je remercie vise à comprendre comment la photographie a été utilisée et surtout à remodeler les imaginaires du monde souterrain à partir de la fin des années 1880. Et pour répondre à cette question, pour mener ce projet, je me focalise en particulier sur les archives privées d'Édouard Alfred Martel, dont vous voyez le portrait à l'écran. Donc Édouard Alfred Martel, il est né en 1859 dans une famille de juristes qui est suffisamment aisée pour sillonner l'Europe chaque année. Et c'est ce que montre ce petit ferrotype, tout petit, qui est donc un portrait de Martel à 20 ans, lors d'un de ses voyages familiaux, qui a été pris dans un studio de portrait en Autriche, sur le Kahlenberg. Alors pourquoi Martel? Pourquoi cet avocat m'intéresse dans le cadre de ce projet sur les imaginaires des mondes souterrains, en relation avec la photographie bien sûr? C'est parce que Martel, à partir des années 1880, va se lancer, dans le cadre de ses loisirs, dans la définition d'une nouvelle pratique d'exploration souterraine qui va baptiser au milieu des années 1890 la spéléologie, et pour laquelle il va monter une société savante en 1895. Et il va aller jusqu'à abandonner sa carrière d'avocat pour se consacrer à la promotion de cette nouvelle discipline. Il considère être une discipline scientifique. Alors, aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des principaux inventeurs de la spéléologie moderne, à la fois par les historiens mais aussi par les spéléologues, et cela autour du monde. Mais ce qui est beaucoup plus rarement souligné, c'est que c'est aussi l'auteur du premier manuel de photographie souterraine, dont vous voyez la couverture à l'écran, qui a été publié en 1903 à Paris. Et donc ce manuel, ce qu'il nous indique, c'est que Martel est non seulement l'un des inventeurs de la spéléologie moderne, mais aussi l'un des pionniers de la photographie souterraine. Et en plus, ça nous indique également que les images qu'il a pu produire et diffuser ont suscité un désir assez important chez d'autres photographes, et en particulier des amateurs, pour justifier en fait la publication de ce traité en 1903. Aussi, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de discuter avec toi, Raphaël, puisque tu es le premier photographe à avoir eu l'autorisation délivrée par le ministère de la Culture de pénétrer dans la grotte Chauvet pour photographier, pour réaliser des photographies, ce qui a abouti à ce projet dont que je vais te laisser présenter, qui s'appelle Chauvet, Pont d'Arc, l'inappropriable. Merci pour cette invitation. Et c'est vrai que je n'avais pas connaissance de ce manuel quand je me suis préparé suite à cette autorisation pour rentrer dans la grotte Chauvet, puisque ce travail a été une autorisation exceptionnelle, celle de pouvoir réaliser un rêve, mais c'était 3 vœux, et ces 3 vœux sont résumés à 2 heures, 3 fois 2 heures, 6 heures dans la grotte Chauvet. Donc ça a nécessité, pour moi c'est ce que j'aime le plus, beaucoup de préparation pour réaliser un rituel, puis des années après, réaliser avec un éditeur un livre avec Xavier Barral, donc ce livre L'inappropriable, en réponse à ce concours, à cette commande et à le terme inappropriable répond au fait que ces lieux, qui sont plutôt des milieux, en fait, qui sont plutôt des lieux quasiment sacrés, en tout cas sanctifiés, des sanctuaires pour ce qui est plus précieux pour l'humanité, des choses qui nous sont directement adressées puisqu'elles sont découvertes que maintenant. La grotte Chauvet, une grotte ornée, elle a été découverte en 1994 et elle n'a jamais été ouverte au public. Et donc, une communauté de scientifiques peuvent y aller une centaine d'heures par an, et moi j'ai bénéficié de cet accès pour quelques heures. Et donc, elle s'appelle la grotte Chauvet du nom de son inventeur qui a patronisé sa plus grande découverte, sa plus grande invention. Mais l'idée était de pouvoir retransmettre ce privilège, de faire une œuvre de valorisation, mais sans tomber dans les pièges que sont justement l'appropriation face à ce patrimoine qui est universel. Et pour ça, j'ai eu donc la complicité de travailler avec Xavier Barral, qui lui-même était parce qu'il nous a quittés, Xavier, il est reparti près il a rejoint les étoiles, et avec Xavier, lui, c'était pas seulement un éditeur qui faisait ou qui pensait des livres, il les vivait. Et la spéléologie, c'est quelque chose qui, adolescent, il avait une pratique assez intense, et il savait ce que c'était d'être ce sentiment si particulier qu'on va, j'espère, développer, même s'il y en a
à 3 fois 2 heures, on a encore moins, ce sentiment ce rapport à l'obscurité. Et grâce à sa maîtrise de l'encre et du papier, de ces noirs profonds et des images que j'ai pu produire, voilà, on a essayé de retransmettre cette expérience. Et on aura peut-être le temps de développer, mais moi, ne connaissant pas Martel, j'étais content que cette rencontre ait lieu, et je me pose toujours les questions, et c'est la même pour les préhistoriques, mais qu'est-ce qui me motive à descendre dans les grottes? Moi, j'ai été très vite rassuré que toi aussi, tu as une pratique de la spéléologie, qu'elle soit incarnée, mais avant de parler de toi, je voudrais parler de Martel, en fait, savoir qu'est-ce qui le motivait, et est-ce que c'est ce désir d'appropriation, comme on le retrouve chez les découvreurs, ou est-ce qu'il y a d'autres motivations chez lui? Oui, alors donc Martel, faut bien comprendre qu'il n'est pas, alors je vais passer sur cette diapo, donc il n'est pas motivé par la photographie en fait, c'est quelqu'un qui est véritablement motivé par le fait de découvrir des espaces inconnus, et qui est en même temps avocat donc de profession, et qui a un temps de loisirs restreint. Mais qui va mettre à profit ses loisirs pour être membre actif de la Société de géographie, du Club alpin français. On est à une période, les années 1870-1900, où la science géographique est en plein boom pour des raisons militaires, économiques, politiques. Et donc lui va participer de ce mouvement de géographes amateurs. Et on voit bien sur cette diapo, à droite, on voit un petit aristotique qui représente un vol en ballon libre que fait Martel. Voilà, c'est quelqu'un qui veut modifier son point de vue sur le monde. Et c'est aussi quelqu'un qui veut découvrir donc, et qui va se concentrer à partir des années 80 sur une région qui est complètement méconnue des géographes, alors même qu'elle est en France, qui sont les Grands Causses. Et il va se focaliser sur cette région et participer même à sa cartographie. C'est ce qu'on voit à gauche avec ce plan d'un kaoruiniforme de Montpellier-le-Vieux sur le Causse Noir. Avec cette carte, il participe à combler les blancs de la carte de l'état-major qui fait à cette période référence pour le territoire français, alors même qu'elle est imprécise. Et ce qui m'intéressait quand j'ai creusé ton travail, parce que je suis allée au-delà de Chauvet, je me suis rendu compte que toi aussi, finalement, tu avais multiplié les points de vue, et en particulier que tu avais fait de la photographie aérienne pour ce projet Ruins, dont je te laisse nous présenter. De partage, il cherchait à changer de point de vue sur le monde, mais c'est un artiste en fait. Non, pour répondre à ta question, les Grands Causses, c'est un plateau calcaire qui est creusé de trous. Et il va d'abord explorer les plateaux, et puis à la fin des années 80, il va partir sous terre parce qu'il est extrêmement... il est poussé par ce désir d'exploration, de découverte, d'appropriation, de nommer quelque chose, d'inventer, d'être l'inventeur, quoi. Notamment ce kaoruiniforme, tu vois, c'est lui qui a nommé tous les rochers. On est un peu dans le même principe, c'est l'île mystérieuse, quoi. C'est la colonisation, si tu veux. Et par contre, là, on est encore dans les années 1880, il commence l'exploration souterraine à partir de la fin des années 1880. Mais c'est un avocat. Jules Verne n'est jamais loin de ces... Non, Jules Verne n'est pas loin du tout. Mais ce basculement, en fait, de passer de la vue aérienne, comme j'avais pu le faire dans le cadre d'un projet avec des archéologues qui, eux, sont complètement héritiers de cette tradition, puisque Roland, qu'on voit à l'extrémité droite, Rollo Rezzaval, a réouvert en 2001 la DAFA, la délégation française en Afghanistan, qui a été ouverte en 1903. C'est un de ces héritiers qui va aussi compléter les blancs sur les cartes, qui va découvrir les premières traces helléniques en Afghanistan, et lors d'une campagne qu'il fait dans la région de la Bactriane, où il a retrouvé les premiers chapiteaux helléniques en Afghanistan, donc des traces d'Alexandre le Grand, on va faire une campagne de surveille, de documentation du site, dans lequel j'ai fourni, pour la première fois en 2010, un drone, un objet volant. Et effectivement, le drone, l'effort que je lui essaie de lui faire faire, c'est ce basculement du regard, de le faire pointer vers le bas. Donc après, si on prolonge ce basculement du regard, on se retrouve non pas dans les sous-sols, mais à l'intérieur des sols. Oui, à l'intérieur des sols. Mais donc, il ne suffit pas de descendre, il faut remonter. Et les pionniers, pour moi, ne connaissant pas Martel, moi, les premiers qui descendent, c'est un personnage qui m'a inspiré depuis pas mal d'années, qui est ce jésuite qui a vécu allemand, qui a vécu à Avignon puis à Rome, qui s'appelle Athanasium Kircher, et qui est l'un des derniers grands polymathes, qui a fait les premiers traités
bon, on va pas s'étaler sur Kircher, mais en tout cas, il a, dans son traité sur les mondes souterrains, participé. Alors chez lui aussi, c'était incarné, vu qu'il est descendu dans le Vésuve. C'est pas l'illustration qu'on voit là, mais il nous apprend à travers son traité, comme il le fait dans tous ses traités, que ce soit la gnomonique, que ce soit les traités de musicologie, il nous apprend un peu toutes les connaissances de son temps, et les grottes sont le lieu des apparitions. Le lieu des apparitions d'à peu près tout de la vie, puisque c'est là où on va, et de la survie, c'est là où on va tirer les premiers feux. C'est le lieu des sources souterraines, c'est le lieu de l'eau, c'est le lieu des... pour un alchimiste, c'est le lieu de la matrice des métaux, mais c'est aussi le lieu des apparitions pour une époque plus récente pour nous, qui est, comme on l'a vu, des apparitions mariales, donc Lourdes, en 1857, l'apparition se fait dans une grotte, et c'est aussi le lieu de l'apparition de l'art. Un peu plus tard, Altamira, aussi par un enfant, un taureau va apparaître. Donc on a une fantasmagorie dans ce milieu, et on a une tendance après à sacraliser ce lieu, puisqu'il est vital. Il est vital pour tout ce qui nous anime. Mais c'est un lieu, c'est un des derniers lieux explorés, et la photographie, elle n'est pas première. On a d'abord des gravures ou... Ouais. Oui, alors non, mais tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc Martel, à la fin des années 80, se met... Là, c'est une illustration qui est tirée du récit de sa première campagne d'exploration, qu'il fait en 1888. Et en fait, à l'époque, on a une pratique de l'exploration des cavernes, notamment en Autriche, enfin en Carniole. Mais à l'époque, les techniques sont vraiment balbutiantes. Et Martel, encore une fois, je le répète, il n'est pas motivé par la photographie, mais par l'exploration, par le fait d'inventer, d'être le découvreur de quelque chose. Et donc, la première exploration de Martel, la première expédition, elle est documentée par des croquis qui sont faits par un de ses compagnons. Encore une fois, c'est un avocat, on est dans le cadre de ses loisirs, on est dans le cadre de l'excursionnisme. Et ces dessins qui sont pris pendant l'expédition, ils vont servir pour l'illustration. Alors ici, on voit Martel. Ça représente des événements qui se sont vraiment passés, ou en tout cas qui racontent dans son récit. Et là, on voit Martel à califourchon sur une bûche qui est suspendue dans un puits sombre de plusieurs dizaines de mètres par ses compagnons d'expédition qui le retiennent par des cordes. Voilà, et donc pas de photographie au début. Et oui, tu faisais un lien avec Jules Verne tout à l'heure, les graveurs qui font les gravures de l'annuaire du Club alpin français, ce sont les mêmes que ceux qui travaillent pour Jules Verne et Hetzel en fait. Donc évidemment, il y a des points de contact. Et là, on est dans le cadre d'une revue d'un club sportif, qui est un club qui rassemble des élites économiques et intellectuelles, mais qui a aussi, on est un peu du côté du sport. Bref, en tout cas, pas de photographie pour cette première exploration. Et alors, voici une autre illustration de ce premier récit. Voilà, très vite, en fait, l'année suivante, deuxième campagne sous terre, Martel va demander à plusieurs de ses compagnons de faire de la photographie, enfin un en particulier. Pourquoi ? Parce que les espaces qu'il découvre sont complètement inédits, merveilleux, et justement il va s'agir de tirer des preuves, d'attester en fait des découvertes de ces immenses cavités. Et en plus on voit bien avec cette illustration que c'est des espaces de projection. En fait, il découvre des cavernes scintillantes avec des stalagmites, des espaces de projection qui appellent la mise en lumière et la représentation par la photographie. Mais par contre ça va demander des adaptations. Beaucoup d'adaptations techniques, et toi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton rapport à la technique quand tu es descendu dans Chauvet justement. Le rapport à la grotte, quand on a à la fois des sensations complètement nouvelles, mais si on veut les retranscrire photographiquement, on tombe dans ce qu'il y a de plus artificiel. On est obligé d'apporter soi-même sa lumière, et dans des lieux hautement conservés et aussi bien préservés que le sont la grotte Chauvet, il faut des dispositifs qui tiennent sur les 60 cm d'une passerelle qui a été l'unique endroit où l'homme depuis 20 000 ans a pu accéder et à déambuler dans la grotte, et il faut éclairer. Cette photo là, c'est moi dans l'image, mais c'est pas une de mes photographies, c'est une photographie de Stéphane Jaillet, du géologue de la mission scientifique, d'un des géologues qui est aussi photographe et qui est aussi spécialiste de vue spéléologique, qui m'a un peu aussi coaché dans cette... c'est lui qui... c'est pas en lisant le manuel, c'est grâce à lui que j'avais quelques, disons, conseils techniques, et j'ai pu pratiquer aussi ces conditions extrêmes d'humidité, mais aussi de température constante. Donc ce dont il faut se prémunir, c'est d'écart de température avec l'extérieur, par exemple. On a 3 fois 2 heures.
Lui, il manipule les flashs, par exemple, mais moi, je n'ai pas cette dextérité dans ces milieux dans lesquels je ne suis pas habitué, parce que si je me mets un coup de flash dans les yeux, pendant un quart d'heure, je ne vois plus rien. Donc sur 2 heures, vu que tout mon objectif était de voir cette grotte, n'était pas d'y faire des photographies, mais de la voir, parce que là, je suis en train d'actionner un robot que je viens de mettre en place dans un rituel que j'avais répété, ça se fait en 5 minutes, cette installation, et mon robot, lui, pendant un quart d'heure, va enregistrer à 360 degrés l'ensemble de la grotte. Donc, pendant ce temps, je vais pouvoir partir et voir de mes propres yeux, avec une petite lumière qui me reste, la grotte. Et c'est cette vision-là, à travers cet enregistrement automatisé, que je vais retranscrire par le livre ou par l'installation numérique. Mais voilà, tout ça est un travail collectif d'assistants et en dialogue avec l'équipe scientifique. Oui, alors tu parles de collectif. Donc, je vous ai dit que Martel va déléguer les prises de vue à partir de sa seconde campagne. Et en fait, c'est des conditions d'exploration dans des milieux qui sont confinés, dangereux, obscurs, humides, pas cartographiés en fait. Ce qui va très vite mener à la constitution par Martel d'une équipe, un collectif, un corps collectif, dont vous voyez ici un portrait. Donc là, c'est un portrait qui rassemble quelques membres, les principaux, à la sortie de la seconde exploration de la rivière souterraine de Padirac, qui est découverte par Martel en 89. Et on voit bien, en fait, on voit plusieurs choses sur cette photographie. On voit les corps, l'engagement physique que cette exploration nécessite par les postures corporelles, aussi la boue qui macule les vêtements. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ces conditions d'exploration, elles sont tellement dangereuses qu'en fait, elles nivellent les hiérarchies sociales au profit de l'entraide du collectif, des compétences qu'on va développer dans le cadre de cette exploration. Ce qui fait que là, vous avez un archéologue, un ingénieur des mines, mais aussi un forgeron du rosier, etc. Et ce que ce collectif va permettre, c'est de répartir les tâches, notamment dans la collecte de données de terrain. Et ce qu'on voit, c'est que cette photo, elle est signée non pas de Martel, qui, encore une fois, ne fait pas vraiment de photographie en 1890, et encore moins sous terre, mais d'Ernest Rupin, qui est archéologue. Et donc, ensuite, à partir de 89, voilà, il va y avoir plusieurs... Martel va se faire les topos, les topographies, lever les plans, et puis il va y avoir des dessins et des photographies. Et là, je vous ai mis un dessin réalisé en 88 et une photo en 89 du même stalagmite de plus de 20 mètres de haut, découvert par Martel dans la grotte de Dargilan. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on voit bien la différence entre la représentation graphique et photographique à l'égard de ces espaces souterrains très scintillants, éclairés par des coups de lumière. Et puis donc évidemment la représentation d'un personnage en mouvement, là c'est totalement impossible parce que les temps de pause sont autour de 10 minutes. Et on voit une photographie retouchée. Ouais, pardon. Oui, tout à fait. Ouais, la photographie de droite, la photographie est très retouchée, ce qui nous indique que c'est très compliqué de faire des photographies. Et alors justement, tu parlais des coups de flash qui aveuglent. Alors ici, on a une photographie qui date de 90. Gopiya, ça fait 1 an qu'il fait de la photographie. Le milieu, en fait, contraint le choix de la lumière artificielle. On ne va pas utiliser l'électricité et surtout pas des trucs qui explosent comme les photopoudres. Donc on va utiliser le magnésium. Sauf que le magnésium, c'est un métal en poudre ou en ruban dont le prix vient tout juste de baisser. Ce qui fait que dans la pratique photographique, il est utilisé depuis quelques années, enfin très peu de temps. Donc les techniques ne sont pas stabilisées, de même que les appareils. Il n'y a pas de lampe qui permet de faire une combustion bien régulière. Donc qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire des projections de magnésium en combustion dans le champ qui vont faire ces fusées là. Et puis on est dans des espaces confinés, donc la fumée, voilà, on ne peut pas faire beaucoup de vues, puisque la fumée va stagner. Enfin, en fait, il faut vérifier le courant d'air qui passe. Et vous voyez que ça produit un voile en fait sur les vues. Ce que vous constatez aussi, c'est que cette vue, elle est retouchée, ce qui veut dire qu'elle va être utilisée pour, voilà, les publier, c'est découvert par Martel, ce qui nous indique que les photos, elles sont très peu nombreuses, qu'elles sont vraiment difficiles à obtenir dans ces conditions. Et en fait, ce qui est intéressant aussi pour rebondir sur ce que tu disais sur l'aveuglement, Martel en 1903 dans son traité il explique ce que ça engendre, ce choix du magnésium. Donc, notamment il préconise de fixer l'éclair pendant le temps pour juger la durée d'exposition. Il s'agit donc de s'aveugler pour faire de bonnes images puisque comme il est dans des grandes cavités, il utilise des grosses charges de magnésium. Il a des temps de pause qui vont de 20 secondes à 2 minutes. Donc, il faut sans compter que quand on est dans l'obscurité, comme vous savez, la pupille est complètement dilatée. Donc voilà. On devient hypersensible. D'autant plus qu'ils sont depuis plusieurs heures dans le noir en fait. Mais les projections de magnésium, ça brûle la peau. Et autre chose, la fumée dégagée par la combustion du magnésium, ça voile les vues, mais ça a aussi un puissant effet laxatif. Ce qui fait que le traité de Martel contient tout un passage sur la trousse de soins à emporter pour faire de la photographie souterraine. Ce qui est, voilà.
Donc ça, voilà, une photographie difficile à obtenir, qui est violente pour le corps de l'opérateur, mais qui est aussi violente pour le corps des modèles, et c'est ce qu'on voit ici sur ce tirage de Martel. Alors ça y est, Martel s'est mis à la photo, là. Et c'est un tirage d'assez grand format, retouché, donc, pris à la veine armoire, avec d'immenses stalactites, et on voit que les deux modèles ont été retouchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière, elle est aussi très violente pour eux, ça fait du bruit aussi. Donc ils sursautent, évidemment, donc ils sont retouchés. Et pourquoi ils sont retouchés? Parce qu'on a besoin que leur corps soit bien net. Pourquoi? Parce que leur corps dans le champ est très important. Il donne l'échelle de ces stalagmites, mais il donne aussi l'orientation. Il situe la vue dans un espace orienté haut, bas, gauche, droite. Et ça, c'est vraiment important, ce qui fait que cette image, elle a un caractère documentaire. Et toi, précisément, tu n'as pas cherché à produire des vues documentaires, tu as plutôt cherché à restituer la désorientation des sens qu'on éprouve sous terre, dans le noir. Mais tout m'oppose à Martel, en fait, parce que j'ai cette chance moi, de vivre une belle époque, la nôtre, de ne pas avoir de pouvoir aller dans ces endroits Alors peut-être c'est une chance comme une, enfin il faut voir, mais en tout cas j'ai pu me préparer. C'est vrai que j'ai eu accès à des modèles 3D, je ne vais pas évoluer dans le noir en terrain incognita. Donc les points de vue, donc là on est sur un plan topographique, c'est une carte auquel j'avais accès, mais j'avais aussi accès au modèle 3D qui, le long de ce cheminement de la passerelle qu'on voit comme un point, et les points qu'on voit, c'est des points que j'avais identifiés, un peu comme pour aller refaire un rituel avec l'image et penser des activités humaines qui ont été, des traces humaines qui ont été laissées et en dialogue avec les équipes scientifiques, déterminer les points les plus pertinents pour poser un dispositif qui lui va regarder à 360 degrés et donc m'offrir une vue que j'aurais pu garder de manière sphérique et que je me suis amusé à projeter à la manière d'un ingénieur aussi inspirant que mon jésuite de la Renaissance, mais qui est plus contemporain, qui est Buckminster Fuller, qui avait proposé une projection du monde selon ce modèle géodésique qui montre, en projetant une sphère pour la mettre à plat, en passant par un intermédiaire d'un polygone, évite les déformations, réduit les effets d'orientation au nord, donc, mais propose le fait de voir que l'Afrique soit, par exemple, à la même taille qu'elle l'est sur la sphère, dans un plan, une fois projeté à plat. Donc, dans ma proposition que j'avais faite pour décembre, je voulais faire des panoramas elliptiques. Le problème d'échelle, je ne me suis pas mis en scène en autoportrait ou pris un assistant, puisque j'avais cette passerelle que je voulais absolument conserver. Et cette passerelle, elle a une mesure, 60 cm, tout le long de la grotte. Donc et je ne cheminais que par celle-là. Et mon dispositif est posé sur cette passerelle. Donc comme on voyait le pôle Nord, on voit mon dispositif, que vous avez vu tout à l'heure, qui est la tache noire, et on voit à 360 degrés. Donc cette image qui pourrait sembler être fragmentaire est en fait l'ensemble d'un point de vue depuis la grotte, dans lequel je vais mélanger sol, plafond, paroi, grâce à ce mode de projection. Ce mode de projection, il est encore modulable, puisque chaque polygone, chaque forme géométrique, chaque triangle, par exemple, a 3 faces, donc 3 positions possibles dans l'espace. Donc je peux, d'une même vue, la projeter en verticale, en horizontale, et pour cette vue près de l'entrée, qui met en place surtout un contexte très paysager, très géologique, j'ai privilégié un format vertical, où le sol se retrouve renversé, mais c'est la sensation qu'on a quand on déambule dans ces grottes. Et là, il y a peut-être quelque chose qui me rapproche de Martel dans une dimension sensible, dans le fait de descendre dans les grottes et d'essayer de retranscrire après par l'image la sensation qu'on a de perdre d'essence, de perdre ses repères. Et une des motivations qui peut-être anime l'homme depuis, on pourrait dire ses origines, mais là on vient... Mais en tout cas, depuis qu'on sait qu'ils se sont affranchis d'une condition animale et qu'ils sont allés produire des images au fond des grottes, c'est pourquoi aller au fond des grottes? C'est pour se couper du reste du monde, et c'est animé par des choses qui sont encore très mystérieuses, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, la perte de sens, la perte de repères spatio temporels est évidente. Oui, non, mais en fait, voilà, tout à fait, et pour Martel, c'est ça qui le pousse véritablement. C'est-à-dire la recherche de ce qu'il appelle le ténébreux inconnu, et cette perte de repères, aussi le fait d'être le premier dans un endroit qui n'a pas été foulé par l'homme, et cette perte de repères. Et donc il produit des vues à caractère documentaire parce qu'il est engagé dans un processus de disciplinarisation
de la spéléologie, mais il produit aussi ce genre de vue, dans laquelle il n'y a pas d'échelle humaine justement et qui restituent, qui traduisent l'expérience, la perte de repères spatiaux, temporels, le son aussi est très particulier. Donc puisqu'ici on n'a pas d'échelle humaine, et puis en plus il a choisi, donc c'est pris au début du XXe siècle, il a choisi un format panoramique, vertical, dans une optique purement esthétique, quoi. Et là le but c'est vraiment de produire par le biais de la photographie des images qui traduisent, qui transmettent aux spectateurs cette sensation de perdre des repères. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce genre d'images-là qui vont être traduites ensuite en carte postale notamment. Donc par exemple, cette photographie de ce stalagmite, de cette concrétion minérale qui surgit du fond noir à Padirac, dont on n'a pas du tout l'idée de l'échelle, on ne sait pas d'ailleurs très bien ce que c'est, qui sont extrêmement abstraites, c'est ça qui va être imprimé en carte postale. Donc ici vous en avez un exemple du début du XXe siècle. Pourquoi on est en pleine période de la carte postale, mais surtout parce que Martel exploite certains des sites qu'il a découverts touristiquement, puisqu'il a abandonné sa charge d'avocat, et que donc il va redonner une nouvelle vigueur à quelque chose qui existait depuis très longtemps, qui est le tourisme souterrain, le tourisme spéléologique. Et ces cartes postales, elles vont participer, bien sûr, du remodelage des imaginaires des mondes souterrains par leur circulation et leur appropriation. Par exemple, leur collecte et leur assemblage dans un album. Bon, là, c'est un album de Martel, mais vous voyez que la photographie, elle est encadrée en blanc, elle a été collée sur cette double page album. Et donc, la suite de mes recherches, cette année, je me suis beaucoup concentrée sur la production des images et j'ai aussi retracé certaines trajectoires médiatiques de certaines images du négatif à leur diffusion par le biais de différentes formes médiatiques, différents supports médiatiques. Et maintenant, en fait, je voudrais me concentrer plutôt sur leur réception et sur la manière dont elles ont été articulées à d'autres formes d'images, d'autres types d'images, qui peuvent aller jusqu'au dispositif de l'exposition pour différents contextes, touristiques, vulgarisation scientifique, mais aussi les sciences, de façon à voir en fait comment ces imaginaires souterrains ont été reconfigurés par ces images et finalement comment une nouvelle culture visuelle des mondes souterrains a émergé. Et j'aimerais bien aussi en profiter l'année prochaine pour continuer donc la spéléologie que j'avais amorcée entre deux confinements, qui fait pleinement partie de ces recherches. Et je m'étais formée à Caumont que tu connais bien. On s'est rendu compte en fait en discutant qu'on connaissait la même grotte, enfin la même. Je pensais garder ça comme un secret, que je fréquentais une grotte dont on ne dira pas la localité, mais qui est aussi, auquel j'accède clandestinement, mais qui est le centre d'entraînement pour les spéléologues, oui. Comme les clubs alpins, il y a des clubs de spéléologie, et les spéléologues parisiens vont s'entraîner dans cette grotte. J'en ai jamais croisé quand j'y vais, et quand j'y vais, j'essaye de me reconnecter à l'histoire, non pas la préhistoire, mais des histoires contemporaines. Même quand tu as étudié l'usage de ces photographies, mais tu as aussi développé ce qu'elles articulent en termes de vérité, en termes d'illusion, en termes de... Et c'est ça qui est le plus inspirant dans les grottes, et c'est peut-être pas pour rien qu'on y allait faire les premières images qui nous sont adressées aujourd'hui, mais j'aime aller dans ces grottes et reprojeter des images d'archives, puisque cette grotte, qui est une carrière, en fait, a aussi une connexion avec l'histoire contemporaine, puisqu'elle a à la fois existé en tant qu'usine et n'a jamais fonctionné comme usine du temps de la France occupée par les nazis, qui avaient décidé d'y mettre une usine d'oxygène liquide, qui est le comburant des fusées V2, qui est l'arme secrète qui était destinée anecdotiquement à Paris, mais surtout à Londres ou Anvers, et qui était l'arme de terreur qui a été arrêtée par les effets de la guerre, qui était quand même inarrêtable, qui est une fusée qui allait à Mach 5, et qui a préexisté, et beaucoup de les premières maquettes, qui a préexisté dans le cinéma. Et là, la vue que je projette, c'est une vue d'un film de Fritz Lang de 1929, une photographie de plateau du tournage, où on ne voit plus la fusée, puisque cette fusée maquette a été détruite pour ne pas laisser d'empreintes qui laisserait des indices sur cette arme secrète, puisque le conseiller scientifique de Fritz Lang, qui n'est pas du tout parti dans un univers à la Méliès fantasmagorique, mais plutôt avéré, avec une sorte de volonté de se raccrocher aux sciences étudiées à l'époque,
Et pourquoi je m'embarque là-dedans? On y va. Peut-être pour conclure, parce que ce film met en scène quelque chose qui existe bien dans notre imaginaire, mais qui n'existait pas dans le réel. Les fusées n'avaient pas encore décollé en 29. Et il a mis en place, pour une tension dramatique, le compte à rebours, qu'il a eu de témoignages d'amateurs qui faisaient des fusées, mais là il l'a mis en place sur une vraie fusée qui va vraiment sur la Lune, avec son équipage. Et ce compte à rebours, il l'utilise juste pour la tension dramatique, mais c'est quelque chose qui existe et qui a existé dans les conquêtes spatiales. Ouais, et d'ailleurs, en fait, je pense que le mot de conclusion, c'est que cette présentation, notre conversation, on l'avait intitulée Exploration verticale. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce lien entre sous la surface de la Terre et les mondes extraterrestres, notamment à partir d'un personnage comme Lucien Rudeau, qu'on connaît pour ses paysages spatials, mais qui était aussi un compagnon de spéléologie de Martel et qui a fait beaucoup d'explorations avec lui et qui évidemment s'est inspiré de ce qu'on peut retrouver sous terre. Et donc ce lien entre, c'est toi qui le fais aussi, entre le cosmos et l'intérieur, les cavités, ce lien anthropologique dont tu parles. Voilà, je pense qu'on peut conclure sur cette idée. Ça n'a pas besoin de compte à rebours, on arrête. Non, comme ça. pas besoin de compte à rebours, Okay. on arrête comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas.